Aujourd'hui, nous parlons Flûte enchantée de Mozart. Alors, c'est une œuvre qui est absolument riche, riche de contenu, riche de musique, riche de symboles. Alors, on va faire le tour de l'œuvre en tant que telle, de la musique aussi, les personnages. Qu'est-ce qui fait que Mozart est aussi génial à l'opéra? Et puis, on va faire un petit clin d'œil du côté de la franc-maçonnerie, parce que l'on dit souvent que la Flûte enchantée est une œuvre maçonnique. En est-elle? Et puis, elle a toute fait une promenade dans les archives de BAMQ. Tout ça à Parlons Opéra. C'était le duo initial des Noces de Figaro de Mozart, interprété par la soprano Vanessa Krum, la basse Maviuli et au piano Christopher Gaudreau. Alors bonjour, on vous parle aujourd'hui de la Flûte enchantée de Mozart, une œuvre qui est vaste, qui est dense, au contenu très riche. On va plonger à travers l'œuvre, à travers les significations de l'œuvre, et on en parle tout d'abord avec la musicologue Marie-Hélène Benoît-Otis. D'abord, qui est-il ce Mozart? Pourquoi est-il si important à l'opéra dans un contexte du 18e siècle? Bien, Mozart, en fait, a touché à tous les genres lyriques qui existaient à son époque. Il n'en a vraiment pas laissé un seul de côté. Ce qu'on vient d'entendre, donc, c'est un extrait des Noces de Figaro, qui est un opéra bouffe, un opéra buffa italien. Il a ici écrit aussi des opéras sérieux italiens. Il a écrit, bon, évidemment, on sait, des œuvres religieuses vocales. Et il a écrit aussi des opéras en allemand. Donc, La Flûte enchantée en est un exemple. Et donc, en fait, c'est ça, Mozart a vraiment écrit dans tous les genres lyriques de son époque. Et dans La Flûte enchantée, en fait, il va aller chercher des éléments, en fait, de tous ces genres-là. Particulièrement, en fait, le Singspiel. Le Singspiel, ça veut dire littéralement là, un jeu chanté. Et c'est un type d'opéra en allemand qui comporte des dialogues parlés. Un genre très important pour Mozart, parce qu'en fait, son tout premier opéra, Bastien et Bastienne, était un Singspiel. Ce que vous avez là, comme illustration ici, c'est la couverture en fait, de la pièce de théâtre sur laquelle est basé le livret de Bastien et Bastienne. Premier opéra de sa maturité aussi est un Singspiel, donc l'enlèvement au sérail.
Opéra Oui, super important pour Mozart, ça. et ça aussi, donc Mozart se disait, on chante en italien, c'était la langue internationale, l'italien à ce moment-là dans l'opéra seria et l'opéra buffa et tout, mais il disait, ben, il faut aussi chanter en allemand. C'était extrêmement important pour lui. Et justement, avec l'enlèvement au sérail, c'est le premier opéra de sa maturité où il dit, mais voilà, je prends ma place sur la scène lyrique en tant que compositeur germanophone qui écrit dans sa langue maternelle. Et effectivement, ça n'allait pas de soi du tout à l'époque, parce qu'effectivement, la langue internationale de l'opéra, à l'époque, c'était l'italien. Et même à Vienne, où était actif Mozart à l'époque, c'était parfaitement normal que tout le monde écrive en italien. Et là, donc, certains y ont vu plus tard là, une conviction nationaliste. C'est pas vraiment ça, parce qu'en fait, pour lui, c'était simplement d'exprimer ce qu'il avait à dire musicalement, avec, comme pour porter sa musique, des paroles dans sa langue maternelle, tout simplement. Ouais. Et peut-être le jalon le plus important du Singspiel, c'est la flûte enchantée. Absolument. Donc, la flûte enchantée, dont on a ici l'affiche des premières représentations, c'est vraiment un sommet, en fait, dans ce genre-là, qui est un genre très, très particulier parce que c'est un peu à cheval entre le théâtre parlé et l'opéra entièrement chanté. Alors, le Singspiel, j'ai toujours l'impression que c'est un peu comme l'opéra comique, c'est-à-dire que les airs sont chantés, mais que les dialogues qui font avancer l'action, c'est parlé, etc. Donc, c'est un peu la même chose, dans le fond, l'opéra comique qu'on voyait à l'époque. Tout à fait. Oui. En fait, c'est des genres qui ont des origines communes. L'opéra comique français et le Singspiel allemand, c'est à peu près le même principe, donc d'hybride, en fait, entre le théâtre parlé et la musique, qui sert vraiment à explorer des moments de plus grande intensité dramatique, permettre à un personnage d'exprimer des émotions de façon un peu plus élaborée, des choses comme ça. Alors qu'effectivement, toutes les punches se passent dans les dialogues essentiellement. J'ai toujours le sentiment que la flûte enchantée particulièrement, c'est la synthèse d'un siècle. Là, tu viens de démontrer justement que c'est toutes sortes d'influences, d'opéra sérieux, opéra bouffe, le Singspiel naissant aussi qui émerge et qui donne une sorte de singularité en fait à l'opéra allemand. Maintenant, bon, dans les librettistes, alors comment Mozart se débrouille ou la relation de Mozart avec ses librettistes maintenant? C'est quelque chose de très important parce qu'en fait, Mozart ne se contentait pas de simplement mettre en musique un texte qu'on lui donnait. Il y a plein de preuves dans sa correspondance qui montrent qu'en fait, il intervenait non seulement dans la mise en musique du texte, mais aussi dans le texte lui-même. C'est documenté particulièrement dans le cas de l'enlèvement au sérail, où vraiment dans sa correspondance, on a plein d'exemples. Il écrit à son père en disant « Ah, je travaillais sur tel air aujourd'hui, puis le texte, ça n'a aucun bon sens, j'ai pris tel mot, j'ai mis telle autre affaire, ça marche beaucoup mieux comme ça ». Et donc, on sait qu'il a fait ça avec pas mal tous ses librettistes. Et donc, c'est vraiment un travail de collaboration très, très, très étroit. Donc, Mozart intervenait beaucoup. Et alors, sa relation avec Schikaneder. Schikaneder était-il un librettiste à proprement parler ou parce qu'il était comédien, là, il jouait dans la flûte enchantée. Entre autres. Mais en fait, Schikaneder, c'était une espèce d'homme-orchestre théâtral très, très impressionnant parce qu'il était comédien, chanteur, il était metteur en scène, il était directeur de théâtre et il était aussi, à ses heures, compositeur et auteur d'un paquet de livrets de Singspiel, notamment. Et donc, en fait, il faisait tout, lui, sur une scène. Et le livret, en fait, c'est vraiment c'est son œuvre à lui, à la base, et c'était son idée. C'est lui qui voulait faire un opéra sur ce sujet-là et qui est allé chercher Mozart, qui lui a dit « Que dirais-tu de mettre en musique mon livret ?» Ils se connaissaient depuis un bon moment à ce moment-là. Là. Donc, Mozart et Schikaneder étaient amis depuis une bonne dizaine d'années. Ah oui. Ils se connaissaient aussi en tant que francs-maçons. Donc, les deux étaient maçons à Vienne, donc ils se croisaient dans ces cercles-là. Et donc, vraiment, c'est une collaboration entre deux personnes qui se connaissaient vraiment de longue date et qui ont vraiment travaillé ensemble très, très étroitement pour donner cet opéra-là. L'histoire. Comment tu résumerais l'histoire de la flûte enchantée? Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte une histoire qui est un peu complexe à saisir au premier abord, parce qu'en réalité, il y a un renversement complet qui s'opère entre les deux actes. Donc, au premier acte, on a la reine de la nuit qui confie à Tamino la mission d'aller récupérer sa fille, Pamina, qui a été enlevée par le méchant Sarastro. Et donc, Tamino se met en route pour aller récupérer Pamina et s'aperçoit, une fois arrivé chez le méchant Sarastro, qu'en fait, Sarastro n'est pas méchant du tout, c'est l'inverse. C'est la reine de la nuit, la méchante. Et là, donc, à partir de là, renversement complet de situation. Et Tamino et Pamina, en fait, vont subir une initiation pour entrer dans le domaine de Sarastro et accéder avec lui à la sagesse. Et donc, la fin heureuse de l'opéra, c'est le couple qui s'installe, en fait, auprès de Sarastro, dont on pensait au début qu'il était le méchant. J'ai dit au départ que c'était un conte de fées parce que oui, on a un prince qui va à la recherche d'une princesse qui est captive. En cours de route, il y a aussi un compagnon, un joyeux compagnon qui les accompagne. Il y a un instrument magique, la flûte enchantée.
chanter, il y a aussi le carillon, le glockenspiel, bon, il y a tous ces éléments-là. Mais ça, c'est le premier niveau, c'est ce qui intéresse beaucoup les enfants d'ailleurs. Et ensuite, il y a aussi une histoire plus complexe peut-être. Justement, ces deux univers qui s'opposent, la lumière et les ténèbres. Ensuite, bon, le soleil, la noirceur, la reine de la nuit versus Sarastro, etc. Donc c'est là que ça devient aussi une sorte de parabole de l'humanité, si on peut dire. Absolument, oui, oui. C'est une sorte de grande quête de la vérité, en fait, cet opéra-là, dans lequel on se rend compte que c'est possible de se tromper en cours de route, mais que, justement, les erreurs sont pardonnées. Et c'est le grand message de l'ère de Sarastro au début du deuxième acte, In diesen heiligen Hallen, dans lequel il dit, justement, un être humain peut commettre des erreurs, c'est pas grave, parce que l'amour le ramène toujours vers le droit chemin. Et donc, il y a vraiment cette grande réflexion-là qui est d'une grande tolérance et d'une grande ouverture, en fait, à l'intérieur de l'opéra. On va revenir aux Noces de Figaro. On a un deuxième duo qui va être interprété par nos chanteurs. Ça aussi, on parlait de librettiste, et c'est Da Ponte, qui a été donc la trilogie Da Ponte, Les Noces de Figaro, Don Giovanni, et puis Così fan tutte. Deux petits mots peut-être sur Da Ponte. Da Ponte, c'est un personnage complètement fascinant. C'est un des plus importants librettistes de son époque. C'était un personnage assez troublant. En fait, il a écrit ses mémoires qui sont complètement fascinantes parce qu'il se met en scène là-dedans d'une façon tout à fait exagérée. Et c'était vraiment un poète absolument génial. Donc, quand on regarde ce qu'il a fait avec Mozart, là, c'est vraiment un exemple magnifique, je trouve, de fusion d'un librettiste extraordinaire avec un compositeur qui savait mettre en valeur le texte qu'il mettait en musique. Et qui avait le sens du punch et le sens du drame aussi, de la tension dramatique pour que tout ça puisse fonctionner. Parce que quand je regarde les Noces de Figaro, quand on y pense, il y a des scènes où pendant 20 minutes, c'est non-stop, là. Il y a une sorte d'énergie, la musique roule et roule et roule. Les personnages s'entrechoquent, les personnages de différentes strates aussi s'entrechoquent. Alors c'est absolument... je présume que c'était assez moderne pour l'époque, d'avoir par exemple le comte Almaviva avec le jardinier puis avec Figaro. Mais en fait, il y a dans les Noces de Figaro un propos politique très net. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que à la fois dans le livret, ça a dû être un peu atténué. Donc, la source du livret, c'est Le mariage de Figaro de Beaumarchais, donc qui est une œuvre avec vraiment des sous-entendus politiques très, très clairs dans cette direction-là, justement, un propos presque pré-révolutionnaire. Oui. Et en fait, quand Mozart et Da Ponte ont décidé de faire un opéra à partir de là, ils se sont fait dire, bon, le propos politique, vous allez m'atténuer ça, s'il vous plaît. Ce qu'ils ont fait, mais Mozart a ramené ça par la musique. C'est extrêmement intéressant. D'accord. Alors, on retrouve Vanessa Krum, Matthew Lee et Christopher Gaudreau dans un duo Tutto e tranquillo des Noces de Figaro de Mozart. Tranquillo e placido entrò la bella Venere col vago Marte prendere nuovo vulcan del secolo in rete la questa è la contessa, a tempo vi giungete, vedrete la voi stessa, il conte e la mia sposa, di propria manna cosa, tocca io vi farò, tocca io vi farò, tocca io vi farò. Non tempo più basso, non muovi il passo, no, vendicarmi fu. Susanna. Sì. Vendicarsi? Come potria farsi? Ni dico io fu sorprendimi, che secondo l'amor, devo sorprendere, secondo l'amor, secondo l'amor. A semana, ma il vuole, Io tanto parole. ma, Sofia,
mi salterà. Che smania, che furore! Che smania, che calor, che non perdiam tempo in vano, datemi un po' la mano, datemi un po'. Servitevi, signor! Che schiaffo! Che schiaffo! E questo! E ancora questo! E questo! E poi quest'altro! Non batter così presto! Signor Scaltro! E questo! E qui quest'altro ancora! Oh, schiaffi graziosissimi! Però perfido! Oh, mio felice amore! Oh, schiaffi graziosissimi! Oh, mio felice amore! Oh, schiaffi graziosissimi! Oh, mio felice amore! Oh, mio felice amore! Je me faisais le commentaire que c'est tellement vivant, cette musique. On écoute ça, tu sais, on dit que l'opéra, c'est du théâtre chanté, mais c'est exactement ça. L'idée de théâtre, où il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui est organique et tout. Et ensuite, oui, on chante ça, mais dans le chant, dans les rythmes et tout. Alors, Mozart est un exceptionnel dramaturge, j'ai l'impression. Ah, absolument. Puis en fait, ce qu'on vient d'entendre, c'en est un magnifique exemple, parce que ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait du final du 4e acte des Noces de Figaro. Et à la base, un final d'acte, c'est une forme conventionnelle ultra rigide qui peut être d'un ennui tout à fait mortel. Mais c'est jamais ça que Mozart en fait. Il prend les contraintes du genre, et c'est des contraintes nombreuses. Donc, dans un final d'acte, ce qu'on veut, c'est qu'on arrive, donc là, c'est en plus la fin de l'opéra, on veut arriver à la conclusion, mais pas directement. Donc, il faut passer d'abord par présentation de tous les personnages, 1 à 1, 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4, 6 par 6, 8 par 8, 20 par 20 s'il faut, jusqu'à avoir tout le monde sur scène. Le tout dans un ordre très précis, avec une séquence musicale très précise. Il faut passer par plusieurs tonalités, plusieurs tempi. Bon, un paquet de contraintes impressionnant. Et ce que Mozart arrive à faire avec ça, c'est donner l'impression que ça coule de source. C'est parfaitement naturel. On passe d'une section à l'autre comme si ça allait de soi. Et en fait, et tout est parfaitement calqué au rythme. En fait, le rythme dramatique et le rythme musical se répondent tellement parfaitement qu'en fait, on ne pourrait pas enlever une note, on ne pourrait pas enlever une ligne. C'est juste parfait. Il y a le musicologue Einstein, qui est spécialisé dans le 19e siècle, entre autres choses, mais qui disait que Mozart, dans le fond, c'est le plus grand psychologue de l'histoire. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il avait tout à fait raison, effectivement, parce qu'il y avait vraiment un art de saisir ces personnages et de les caractériser musicalement d'une manière qui était comme juste parfaite. Oui, effectivement. Parlons des personnages, c'est-à-dire les chanteurs de Mozart, parce que il écrivait pour des chanteurs en particulier. Il aimait beaucoup les femmes, et on dit souvent que les plus belles mélodies chez Mozart, c'est les mélodies qui ont été écrites pour les femmes dans ses opéras. Alors qui sont-ils, ces chanteurs qui ont influencé Mozart ou pour lesquels il a écrit? Ils sont très nombreux, en fait, et ils sont extrêmement importants parce que c'est important de savoir qu'en fait, Mozart écrivait toujours pour des chanteurs dont il connaissait à l'avance l'identité. Et il s'adaptait complètement à ça. Donc, on a ici une image donc, du personnage, un exemple de costume pour le personnage d'Osmine dans l'Enlèvement au sérail. Ça, c'est un bel exemple parce que à la base, Osmine est un personnage secondaire. Or, quand Mozart a su que c'était Ludwig Fischer qui allait créer le rôle, il s'est dit « Ah, ça, c'est ma chance ». Pourquoi? Parce que Ludwig Fischer, non seulement c'est un chanteur incroyable, mais c'était un acteur de très, très grand talent. Et donc, Mozart s'est dit « Profitons-en ». Au lieu de faire un rôle secondaire ordinaire, on va faire un rôle secondaire très développé, avec plein de scènes comiques qui exigent non seulement une grande agilité vocale, mais aussi une capacité à vraiment jouer de façon comique sur scène. Et apparemment, c'était un succès assez incroyable. Dans La Flûte enchantée, il y a un paquet de chanteurs comme ça pour qui Mozart a écrit de façon très, très explicite. On a ici Josefa Hofer, qui était en fait la deuxième à partir de la gauche avec la grande robe. Josefa Hofer, c'est la première reine de la nuit. C'était incidemment aussi la belle-sœur de Mozart. Donc, c'était une affaire de famille, d'une certaine façon. C'est une critique familiale. C'est une critique familiale. Certaines personnes ont soulevé cette hypothèse.
Je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Oui. Parce que je n'ai pas trouvé trace, en fait, dans la correspondance de Mozart, de lien particulièrement compliqué entre Josefa et Mozart. Bon, il y avait des liens compliqués avec la famille de sa femme, ça c'est clair, là, absolument certain. Avec sa belle-mère, ça se passait très, très mal. Avec son autre belle-sœur, c'était compliqué parce que c'était son premier amour. Ah oui, c'est vrai. Oui. Comment elle s'appelait, celle-là? Aloïsia. Aloïsa, oui. Donc, il a été amoureux d'Aloïsia pour ensuite épouser Constance et faire chanter la Reine de la Nuit à Josefa. Donc, il est passé à travers toutes les sœurs Weber. C'est un homme à femme. On peut dire ça comme ça. Oui, effectivement. Anna Gottlieb. Anna Gottlieb, donc on voit ici, un peu quelques années après son rôle dans La Flûte enchantée, Anna Gottlieb, c'est une chanteuse qui a joué en fait dans plusieurs opéras de Mozart. C'est elle qui avait créé le personnage de Barberine dans Les Noces de Figaro. Et à ce moment-là, elle avait 12 ans seulement. Donc, Mozart découvre Anna Gottlieb à 12 ans, se dit, mais quelle chanteuse incroyable, mais bon, à 12 ans, on s'entend que sa voix n'était pas encore tout à fait formée. Donc, dans Les Noces de Figaro, elle a un petit rôle avec un seul air, très simple, avec un ambitus restreint, pas trop d'aigu, rien de compliqué. Par contre, 5 ans plus tard, au moment de créer La Flûte enchantée, là, il lui confie le rôle de Pamina. Et là, c'est autre chose. Là, il sait, bon, elle a 17 ans seulement, mais elle est déjà au sommet de sa maîtrise vocale. Apparemment, ça a été le sommet de sa carrière, La Flûte enchantée. C'est un peu triste de penser qu'une chanteuse atteint le sommet de sa carrière à 17 ans. Mais bon, comme on est dans un paradigme mozartien, on peut célébrer la chose. Et donc, en fait, quand il a écrit le rôle de Pamina pour elle, là, vraiment, il s'est payé la traite d'une certaine façon et a écrit des airs beaucoup plus complexes, très, très élaborés, qui montrent vraiment la maturité vocale que la chanteuse avait prise entre-temps. Ensuite, on a Schikaneder ici. Schikaneder lui-même, donc on voit ici, là, dans son rôle de Papageno au moment de la première de la Flûte enchantée. En fait, j'ouvre une mini parenthèse, c'était une affaire de famille aussi, La Flûte enchantée, parce que non seulement Emmanuel Schikaneder, le librettiste, lui-même a créé le rôle de Papageno, mais il y avait son frère Urban qui chantait le premier prêtre et sa fille Anna qui chantait le premier des 3 garçons. Donc, en fait, la famille Schikaneder, quasi au complet, était représentée sur scène. C'est quand même exceptionnel de voir toute une famille musicienne comme ça. Est-ce qu'on a des documents qui nous indiquent comment ça chantait, ces chanteurs-là? Quel genre de voix Mozart voulait pour ses chanteuses ou pour ses chanteurs? Quel genre d'interprète aussi? Est-ce qu'on a des documents qui nous racontent ça? Bien, ce qu'on a pour documenter ça, c'est vraiment sa correspondance. Et là, évidemment, d'un opéra à l'autre, ça varie parce que, bon, Mozart n'écrivait pas des lettres à lui-même, donc il écrivait quand il était loin des siens. Et donc, plus il était loin de son père et plus on sait des choses sur ce qu'il était en train de composer, parce que son père, qui était lui-même compositeur, c'était vraiment son interlocuteur de premier ordre pour ça. Et donc, dans sa correspondance, on trouve beaucoup, beaucoup de propos sur « Ah, je sais que je vais écrire pour telle personne, donc je vais pouvoir me permettre de faire telle chose. » Ça, c'est une source qui est vraiment très importante. Tu sais, on parle souvent aussi du chant mozartien. Et il y a toutes sortes de théories, les musicologues aiment à palabrer là-dessus, etc. Ça veut dire quoi, le chant mozartien, à ton avis? C'est une très bonne question, en fait. Mozart, c'est complexe à interpréter parce que c'est une musique qui est d'une grande simplicité, d'une grande clarté. Mais quand on arrive pour l'interpréter, on s'aperçoit que faire simple, c'est extrêmement compliqué. Et donc, c'est vraiment pas si simple d'atteindre cette espèce de simplicité apparente, en fait, qui fait que la musique de Mozart se déploie dans toute sa grandeur. On va plonger dans un autre aspect de la Flûte enchantée, qui est la franc-maçonnerie. Je vous présenterai notre invité dans quelques instants, mais avant, on va vous mettre dans l'esprit de la Flûte enchantée avec Matthew Lee, qui va interpréter l'air, justement, In diesen heiligen Hallen. Qu'est-ce que ça raconte, cet air? Bien, c'est justement le grand air de Sarastro, donc le grand prêtre dont on apprend au début du 2e acte qu'en fait, ce n'est pas lui le méchant, en fait, c'est le personnage qui représente le bien dans l'opéra. Et c'est dans cet air, justement, qu'il expose toute la philosophie humaniste qui anime son temple, dans laquelle, justement, on accueille les gens dans leur faillibilité et on essaie d'aller ensemble vers l'amélioration de tout, en fait, de l'humanité. D'accord. Bien. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci infiniment. On va écouter ensemble l'extrait, justement. Alors, Matthew Lee dans le rôle de Sarastro, avec au piano Christopher Gaudreau. Ist ein Mensch gewandt
verdienet nicht ein Mensch zu sein, wen solche Lehren nicht erfreuen. Verdienet nicht ein Mensch zu sein, ein Mensch zu sein. Mozart et la franc-maçonnerie. Ça veut dire quoi en regard de la flûte enchantée? Alors, j'invite mon invité, Hervé Gagnon, qui est, c'est un auteur très connu, Hervé Gagnon, qui a eu en 2019 le prix Arthur Ellis du meilleur polar publié en français au Canada pour son livre Adolphus, qui a été publié chez Libre Expression. En 2020, il publiait La franc-maçonnerie en 25 questions, qui a fait aussi l'objet d'une exposition qui se termine aujourd'hui d'ailleurs. Et puis, alors, aujourd'hui, c'est Hervé Gagnon, historien, que nous invitons. Alors, on parle de la franc-maçonnerie d'abord. C'est quoi la franc-maçonnerie? Bien, il faut d'abord définir ce que c'est pas. Hein, la franc-maçonnerie se définit par la négative, souvent. C'est-à-dire que c'est pas une secte, c'est pas une religion. La franc-maçonnerie est une société initiatique. C'est-à-dire que, pour y entrer, il faut d'abord être initié, comme le chevalier de Colomb, finalement. Hein? C'est aussi une société qui se dit secrète. Dans les faits, elle est beaucoup plus discrète que secrète. Puis maintenant, je dirais qu'elle s'affiche quand même au grand jour. Il y a même des journées portes ouvertes à la Grande Loge du Québec une fois par année. Alors, il n'y a plus tellement de secrets, là. Oui, c'est ça. J'ai entendu parler des loges blanches. C'est ça? Qui veut dire que c'est ouvert au public? Oui, ça, c'est des tenues maçonniques qui sont faites devant public. Ouais. OK, parfait. Et donc, aujourd'hui, les francs-maçons parlent beaucoup plus librement de ça. Les gens peuvent même assister à certaines cérémonies qui sont faites là. Oui, effectivement, il y a des choses qui sont offertes au public. Pas tant quand même. Il ne faut pas rêver une fois par année. Là. Disons que les maçons, en règle générale, choisissent s'ils vont ou non parler publiquement de leur appartenance à la franc-maçonnerie parce que, c'est un choix personnel. Puis avec les réseaux sociaux de nos jours, ça fait penser deux fois, j'imagine. Alors, ça remonte au Moyen-Âge, la franc-maçonnerie, là. La franc-maçonnerie opérative, c'est-à-dire celle qui réunissait des ouvriers, était au départ un corps de métier, celui des tailleurs de pierre au Moyen-Âge, qu'on retrouvait sur les grands chantiers des cathédrales notamment. Et il y avait donc deux niveaux de compétences, celui d'apprenti et celui de compagnon. Et il y avait un maître de la loge qui était élu parmi les compagnons. La loge étant l'espèce d'appentis qu'on annexait à la structure en construction et où le maître de la loge, chaque matin, distribuait le travail. Ça pouvait être des pierres à tailler, les pierres à encastrer, peu importe. Et on les appelait des maçons francs parce qu'ils jouissaient d'une franchise, c'est-à-dire d'un droit de traverser les frontières sans être inquiétés pour se rendre d'un chantier à un autre. Et une fois là, ils se présentaient en donnant une poignée de main qu'on leur avait enseignée soit lorsqu'on les avait initiés, soit lorsqu'ils étaient devenus compagnons, et un mot de passe qui venait avec. Ce qui permettait donc de trier les imposteurs. Le type qui se présentait puis qui donnait la poignée de main du compagnon et le mot de passe du compagnon était automatiquement accueilli sur le chantier et on lui donnait du travail pour qu'il gagne sa vie. Et ça, c'est resté en franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie a encore de nos jours les mots de passe et les poignées de main du Moyen-Âge. Ah oui, c'est ça. Ouais. Mais vous dites aussi que c'est un système de morale, une philosophie de vie en société. Oui. Qu'est-ce que ça dit? C'est vague, hein? Oui. Écoutez, la franc-maçonnerie médiévale est celle qui a été dont on a hérité au 18e siècle ou qu'on a récupéré au 18e siècle. Il y a deux écoles de pensée là-dessus, mais le résultat est le même. Au final, on a conservé l'aspect philosophique de la franc-maçonnerie. Et les ouvriers au Moyen-Âge, les tailleurs de pierre, qui étaient donc des maçons francs, associaient à chacun de leurs outils une vertu morale. Par exemple, le maillet à dégrossir représentait le travail. Le ciseau représentait le talent. Et la leçon de morale qu'on tirait de ces deux outils-là, c'était t'as beau fesser avec ton maillet tant que tu voudras sur la pierre, si tu n'utilises pas ton talent, le travail ne suffira pas à faire un bel ouvrage.
À l'inverse, tu as beau essayer de tailler avec seulement ton ciseau, si tu n'as pas de travail, tu ne réussiras pas non plus à tailler une belle pierre. Et chaque outil du maçon était associé comme ça à une vertu morale parce qu'il y avait, dans le fond, tout tournait autour d'une sacralisation du travail. Le travail devenait une chose sacrée et pour le maçon, en construisant cet édifice, de par les vertus sacrées de son travail telles que concentrées dans ses outils, il se construisait lui-même. Et c'est ça que la franc-maçonnerie moderne, c'est-à-dire celle qui remonte à 1717, a conservé. C'est cette symbolique-là de se construire soi-même en travaillant sur un édifice. À quel moment est-ce que la franc-maçonnerie a envahi l'Amérique du Nord, ou le Québec plus précisément? Là? Bien, au Québec, on l'a fait remonter à 1752. Donc, elle est arrivée par des loges militaires là, pendant la guerre de 7 ans. Et même, ironiquement, la bataille des plaines d'Abraham a opposé deux maçons. Montcalm et Wolfe l'étaient tous les deux. Ah oui? Et c'est pour ça qu'à Québec, il y a un monument à Wolfe et Montcalm. Ce sont les francs-maçons de Québec qui ont fait une levée de fonds pour ériger le monument. Et la tradition orale, parce que c'est pas écrit nulle part, veut qu'avant la bataille des plaines d'Abraham, il se soit échangé des vœux fraternels en espérant qu'il fallait faire notre travail, il fallait faire notre devoir envers l'État, envers le roi, mais que finalement, ils ne prenaient pas tellement plaisir à s'affronter. On a quelques photos d'archives, justement, de BANQ. Bon, ici, certificat décerné par la plus ancienne loge maçonnique du Canada. Ensuite, on a John Graham, Outlines of the History of Freemasonry. Oui, ça, c'est l'histoire classique de la franc-maçonnerie au Québec. Ah oui? OK. D'accord. C'est épais comme ça, c'est ennuyeux à mourir, mais c'est nécessaire. Ouais. Ensuite, un portrait de l'honorable Claude Dénéchaud. Qui est-il, Claude Dénéchaud? Claude Dénéchaud a été le premier grand maître francophone de la Grande Loge du Québec. Ah, ouais. On est dans les quelles années, là? Là, on est au début du 19e. Ah oui, OK, parfait. 4 francs-maçons. Parce qu'ils sont connus ou... Non, ceux-là, non. Écoutez, moi, j'y étais avec les images qu'il y avait dans les archives. Je ne les connais pas, ceux-là. Là. Ah, d'accord. Mais je vois qu'il y en a un quand même, celui du haut, était nécessairement un officier de sa loge, vraisemblablement le vénérable maître de sa loge, parce qu'il emporte le collier. Ah, d'accord, parfait. Ensuite, on a ici Jean d'Herbray, la maçonnerie canadienne-française. Ah oui, ça, c'est très intéressant, parce qu'en 1884, le pape a commandé des enquêtes dans tous les pays sur la franc-maçonnerie, sur l'état de la franc-maçonnerie, parce qu'il s'en inquiétait énormément. Et ce jésuite-là, dont ce n'est pas le vrai nom, d'ailleurs, c'est le nom de plume, a produit ce rapport-là qui nous renseigne, nous, les historiens, énormément sur l'état de la franc-maçonnerie, qu'est-ce qu'il y avait comme loge, combien de maçons il y avait au Québec à ce moment-là. Puis on est quand même dans les plusieurs milliers de francs-maçons au Québec, francophones surtout, ce qui est très étonnant. Et pas longtemps après est venue une bulle papale là, qui fulminait contre la franc-maçonnerie et qui les excommuniait de nouveau. Oui, c'était une menace, dans le fond, pour la religion, la franc-maçonnerie. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? C'est une menace pour le catholicisme. Et il faut bien distinguer. La franc-maçonnerie a toujours entretenu de très bonnes relations avec les confessions protestantes. Et si vous vous promenez dans les petits villages, par exemple en Estrie, vous allez voir la loge maçonnique à côté de l'église anglicane. Pour la simple et bonne raison que le ministre anglican servait aussi de chapelain à la loge et après le service de dimanche, il allait assister à la tenue. L'Église catholique, n'étant pas familière avec la diversification des confessions, les protestants sont habitués de cohabiter entre baptistes et presbytériens et anglicans et tout ça. Et ils sont tous, dans le fond, ils existent en opposition au catholicisme. Le catholicisme, lui, a toujours présumé qu'il possédait la vérité, la seule. C'est le propre de la vérité, hein? Quand on l'a, les autres l'ont pas. Hein? Et de ce fait-là, le fait que la franc-maçonnerie soit écuménique, c'est-à-dire qu'elle considère toutes les religions aussi valables les unes que les autres, et qu'elle considère qu'une religion est bonne dans la mesure où elle est bien pratiquée par celui qui la pratique, était une menace parce que ça mettait en contact des bons catholiques avec des vilains protestants et pire encore, des juifs. Et encore pire, des incroyants. Hein? Et donc, c'était une menace qui faisait qu'on tonnait régulièrement en chair contre les méchants francs-maçons qui allaient adorer le diable une fois par mois ou sacrifier une vierge. D'ailleurs, ceci, c'est formidable. Ben voilà, diable, il est là, le diable. Tiens, regarde. Voilà, au 19e siècle. La franc-maçonnerie luciférienne, en plus. Oui. Ensuite, il y avait une autre photo ici, le Baphomet. C'est quoi, le Baphomet?
Oui, ça, c'est ça, c'est une illustration qui est sortie d'un livre de Léo Taxil à la fin du 19e siècle, dans lequel il prétendait avoir été un ancien franc-maçon. Il se disait défroqué, comme s'il était entré dans les ordres, et qui a publié plusieurs tomes vraiment un tissu d'imbécilité, là, mais qui se vendait très bien. Et il a inventé une grande prêtresse de la franc-maçonnerie et tout ce que tu voudras. Et éventuellement, ben, il s'est rendu compte qu'il était dépassé par son histoire. Et il a convoqué une conférence de presse pour annoncer que tout ça n'était qu'une histoire, qu'il avait tout inventé ça. Et les journaux ne l'ont pas cru et ont dit « Ah, ce sont les francs-maçons qui le forcent à dire que c'est pas vrai. » Et là, vous avez tout le réflexe des complotistes avec lesquels on ne peut pas dialoguer, parce que si tu leur prouves que ce qu'ils croient est faux, ils disent « Oui, mais c'est l'État profond qui dit de dire que c'est faux. » Alors, tu ne peux pas gagner. Et ça remonte à loin, ça. C'est un réflexe qui remonte à très loin. Oui. Le fléau maçonnique. Ben oui, vous voyez que c'est écrit par un abbé. Hein? Je le mentionne en passant. Oui. Ensuite, la mise en garde de l'épiscopat. Ben la voilà, celle de 1884. Oui, et ensuite, la pose de la pierre angulaire. En quoi c'est important, ça? Ben, ça, c'est très fréquent. La plupart des édifices construits à Montréal au 19e siècle ont une pierre angulaire posée par la Grande Loge du Québec. Au 19e siècle, à peu près n'importe qui était le moindrement quelqu'un dans le Montréal anglophone était franc-maçon. Ce qui veut dire qu'il y avait toujours une cérémonie dirigée par les officiers de la Grande Loge pour poser symboliquement une pierre, la pierre angulaire, donc la pierre qui va supporter l'édifice. Dans ce cas-ci, évidemment, c'est symbolique, de sorte que, dans le fond, c'était une manière comme une autre d'inviter un bon augure sur la construction puis s'assurer que cet édifice-là allait être moralement et symboliquement solide, disons-le. Oui. Si on arrive au Québec, donc au 18e siècle, la franc-maçonnerie arrive au Québec. En octobre 1869, la Grande Loge du Québec est constituée. En 1899, il y a 57 loges et 3825 Vous êtes maçons. bien informé. Merci. Il y en a qui écrivent des livres là-dessus. Et quand on pense aussi aux francs-maçons, on pense aux Shriners, très souvent, n'est-ce pas? Et ensuite, le temple maçonnique de Montréal. Et là, peut-être que vous allez reconnaître cette photo. Ça, c'est sur la rue Sherbrooke, n'est-ce pas? C'est le temple maçonnique. Oui, c'est juste devant le Collège de Montréal. Et juste en biais avec l'ex-grand séminaire. Là. Et c'est là que donc on pourrait assister à des cérémonies. Là, c'est là que se tiennent, entre autres, les journées portes ouvertes une fois par année. Là. Parfait, parfait. Venons-en à Mozart. Alors, moi, j'ai déjà dit quelque part que La Flûte enchantée, c'est un opéra maçonnique. Et là, je vous ai lancé ça, puis là, vous m'avez dit, mais absolument pas. Ce n'est pas un opéra maçonnique. Ben, c'est... Je vous écoute. La notion d'opéra maçonnique sous-tend qu'il y ait un message maçonnique dedans. Bon. Quand les gens entendent l'expression opéra maçonnique, ce qui leur vient en tête, c'est OK, il y a un code que je ne connais pas qui me permettrait, si je le connaissais, de décoder tout ce que je vois dans La Flûte enchantée et de comprendre, par exemple, qu'on vient de faire dérouler devant moi toute la cérémonie de l'initiation maçonnique. Ce qui n'est pas le cas, à moins que je n'ai pas compris. Par contre, c'est un opéra qui est parsemé d'allusions à la franc-maçonnerie et des allusions qui sont très claires pour quiconque a des yeux pour voir, notamment pour les maçons ou pour ceux qui connaissent bien la maçonnerie. C'est un opéra qui a été créé en 1791, à une époque où l'antimaçonnisme commençait à montrer sa sale tête, là. Et écoutez, on était à quelques années de la publication par l'abbé Baruel de son histoire pour servir son mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme, dans lequel il lançait le fameux complot maçonnique en disant que la Révolution française avait été causée par les francs-maçons pour abolir la monarchie et l'Église. Bon. Donc, en gros, les francs-maçons étaient des anarchistes. Et ça a collé depuis ce temps-là. Et si vous vous promenez sur l'Internet aujourd'hui, vous allez régulièrement voir une version ou une autre de ce complot-là. D'autre part, les Illuminati de Bavière venaient de connaître leur brève existence. Ils ont maintenant une existence virtuelle, vous le savez. Mais à l'époque, ils ont existé pour vrai pendant 8 ans. On les a finalement éliminés
en 1784, eux étaient vraiment des anarchistes. La Révolution américaine était attribuée aux maçons. C'est vrai qu'il y avait une majorité de signataires de la Déclaration d'indépendance qui étaient maçons. Alors, Mozart n'était pas dans une position pour chanter les louanges ouvertement de l'ordre auquel il appartenait, avec, il faut le dire, beaucoup d'enthousiasme. Mozart était un maçon enthousiaste et convaincu, qui aimait sa loge, qui aimait composer pour sa loge. Ce qu'on a appelé les œuvres maçonniques de Mozart n'ont pas été composées, à part la flûte enchantée, pour être interprétées sur scène, mais bien dans sa loge. Dans sa loge. Ouais. Il y a à peu près une douzaine de musiques qu'on appelle des musiques maçonniques. À peu près. Dont les Mozart, plus connues sont la marche du compagnon, oui, notamment, puis la dissonante là, pour le premier degré. Il y a 3 degrés en maçonnerie et il a composé quelque chose pour chacun des degrés. Ouais. Dans la flûte enchantée, il y a des choses quand même évidentes qui rappellent là, la franc-maçonnerie, les 3 accords, les 3 dames, les 3 garçons, les 3 anges, etc. Il y a le symbole 3 revient quand même assez régulièrement à plusieurs endroits dans la musique. À la fin de la scène 8, dans le premier acte, les 3 dames avertissent 3 fois Tamino que la reine de la nuit s'approche. À l'acte 2, scène 20, il y a une triple sonnerie, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est sans fin. Quand on se met à l'écouter, en préparant ceci, j'étais devant mon ordi et je réécoutais l'opéra et je notais tout ça. Je ne revenais pas tout ce que j'avais manqué parce que je ne le cherchais pas vraiment. Et ça, c'est juste une idée, il y en a plein d'autres. Il y a aussi la question du rite initiatique, c'est-à-dire les épreuves que Tamino doit surmonter pour être capable d'accéder à la connaissance, pour gagner l'amour de Permina aussi. Donc, est-ce que ça fait partie aussi de l'idée générale? Ça, c'est l'autre aspect. Mozart a inclus beaucoup de codes, le chiffre 3, mais il a aussi inclus, je dirais, une présentation assez précise de l'esprit initiatique, à défaut de l'initiation maçonnique proprement dite. Par exemple, c'est vrai que les yeux bandés, ça, c'est classique de toute démarche initiatique. Symboliquement, on passe des ténèbres à la lumière. Hein? Donc, en maçonnerie, on bande les yeux du candidat jusqu'à temps qu'il ait reçu la lumière. Bon. Lorsque Tamino attend devant les temples, ça rappelle beaucoup l'épreuve du cabinet de réflexion en maçonnerie, où le candidat est en attente dans une pièce sombre et il doit réfléchir à pourquoi il est là et pourquoi il est rendu à la porte du temple. On dit de bander les yeux de Tamino et de Pamina. Et ça, c'est intéressant parce qu'au moment où Mozart écrit ça, il n'est pas le seul à l'écrire, il l'a écrit avec d'autres qui étaient aussi maçons, il n'y a pas de maçonnerie féminine à Vienne. Alors, quelque part, il y a un message très avant-gardiste qui est passé là de manière très, très subtile. C'est « Voici, moi, j'initie les femmes ». Alors qu'en maçonnerie, à cette époque-là, il n'y avait pas du tout de maçonnerie féminine, ce qui n'est pas le cas maintenant. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas à Vienne. Ça se faisait en France déjà, mais pas à Vienne. Alors ça, c'est intéressant. Mais ce qui m'a frappé beaucoup, ce qui me frappe à chaque fois que je l'écoute, c'est le chœur final, où on évoque toujours la sagesse, la beauté et la force. Et ça, ce sont les 3 noms qu'en loge, les maçons donnent aux 3 colonnes. La colonne de force, de sagesse, de beauté. Et là, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard là-dedans. C'est un message qui est volontaire parce que ce sont, je dirais, les 3 vertus cardinales de la maçonnerie, la force, la sagesse, de la beauté. Ton travail doit être effectué avec force et sagesse pour avoir comme résultat la beauté. Très bien. Merci beaucoup, Hervé Gagnon. C'est plaisir. On plonge dans les archives de BANQ pour parler de la flûte, pour évoquer la flûte d'abord. Pour situer, la flûte enchantée est arrivée très tardivement dans le répertoire ici à Montréal, le répertoire des maisons lyriques. Là, on parle de 1945 à Montréal, la première fois où on présente la flûte enchantée. C'est ça. C'est ce qu'on dit. C'est pas prouvé à 100%. Mais moi, ce que je retrouve partout, c'est que c'est l'Opéra Guild de Montréal, cette compagnie d'opéra fondée par une ancienne chanteuse, Mme Donalda, qui a représenté pour la première fois, semble-t-il, au Canada, la flûte enchantée. Mais c'est pas encore, j'ai pas les preuves à 100%. Mais donc, je me demandais donc pourquoi si tard. Bon, bien sûr, c'est peut-être pas l'opéra de Mozart le plus populaire,
Mais pourtant, on avait ici tout ce qu'il fallait. Alors voilà, c'est comme ça que je suis parti dans ma recherche d'archives. On avait tout ce qu'il fallait ici au Québec. Pourtant, pour faire une bonne flûte enchantée, on avait tous les ingrédients. Voilà, tous les ingrédients. Quels sont-ils, ces ingrédients? Ben voilà, d'abord, on avait des flûtes. Depuis le 18e siècle, depuis le 17e siècle probablement, mais c'est recensé à partir du 18e siècle. Les flûtes existaient, on en avait ici, parce qu'évidemment, on a vu d'abord la flûte de type flûte à bec, dont beaucoup d'enfants ont joué jeunes pour le plus grand bonheur de leurs parents. Et on a vu ensuite la flûte traversière, celle qui se joue bien comme ça et non pas comme ça. J'ai toujours l'instinct de faire ça, mais non, c'est comme ça. Et les images qu'on vous présente, c'est intéressant aussi de noter que ça vient de l'encyclopédie. Tu sais, au 18e siècle, en France, des philosophes, dont Diderot, d'Alembert, ont décidé de faire une encyclopédie, c'est-à-dire de réunir dans des livres tout le savoir de l'humanité. À ce moment-là, c'est la première encyclopédie en langue française, et donc c'est des volumes assez rares. Et on en a ici, dans un des lieux de BANQ. On a cette encyclopédie-là. Je trouvais ça intéressant de vous présenter cette image du 18e siècle, des premières flûtes qui devaient exister ici. Et ensuite, la flûte, c'est commode. On peut l'amener partout avec soi. On peut en jouer en marchant. C'est pour ça que j'avais envie de vous montrer cette image d'une fanfare. À l'origine, les fanfares, c'est des instruments, c'est des instruments de la famille des cuivres seulement, mais graduellement, on s'est mis à y mettre d'autres instruments de toutes sortes de familles. C'est pour ça que sur cette belle image de la fanfare de Labelle, on voit une clarinette. L'homme assis en bas tient une clarinette qui est un autre instrument de la famille des bois. Et ces gens-là, c'est des habitants de Montréal-Nord au début du 20e siècle qui ont décidé de fonder une fanfare. Comme ça, ils se sont nommés d'après le curé Labelle. C'est pour ça que c'est la fanfare de Labelle, qui était un personnage très important à ce moment-là. Et les fanfares jouaient dans les rues, dans des kiosques, des parcs, tout ça, lors des grandes des occasions. Et on avait donc tous ces instruments-là. Dans la flûte enchantée, il y a le carillon magique. Le roi des instruments à cloche, c'est le carillon. Et parce qu'on est la seule ville à avoir à disposer d'un carillon, un grand carillon de 56 cloches à l'oratoire Saint-Joseph. Donc, 56 cloches, l'instrument, parce qu'on considère que c'est un instrument, tout ça, qui pèse plus de 10 000 kilos. Et la personne qui en joue, ici, on voit la personne qui en joue en 1962, de ces images prises dans un magazine du début des années 60, pas longtemps après l'installation du carillon, qui est arrivé dans les années 55-56. C'est M. Émilien Allard qui joue ici du carillon. Et le carillonniste joue avec ses poings, littéralement, parce que c'est des bâtons qui sont placés devant lui et il cogne sur ces bâtons. Et on peut l'entendre, ce carillon-là, ils en jouent à chaque jour, 2 fois par jour à l'oratoire. Alors, imaginez si Papageno aurait été content s'il était venu ici, il aurait entendu un très beau carillon. Et on ne manque pas de reine. Vous savez, le personnage le plus extraordinaire de la flûte enchantée, c'est la reine de la nuit qui pousse ses notes si bouleversantes. Stratosphérique. Stratosphérique, merci. Ça, c'est la famille royale des Pays-Bas, parce que c'est un fait quand même un peu connu que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la famille royale des Pays-Bas, donc la reine Wilhelmine, elle s'est exilée parce que les Pays-Bas étaient au centre de la guerre. Elle s'est exilée en Angleterre, mais elle a mis sa famille à l'abri à Ottawa. Alors, il y avait donc à Ottawa Juliana, sa fille, qui est devenue reine par la suite. Et Juliana avait déjà un enfant, la petite Béatrix, qui est devenue reine aussi. On avait ces 2 reines-là potentielles, si vous voulez, dans les années 40 au Canada. Et c'est à cause de ça que les Pays-Bas ont fait don ensuite pour remercier le Canada. Ils ont fait don de nombreux bulbes de tulipes qui mettent un peu de couleur dans la ville d'Ottawa. Oui. Et je vais vous parler, mais ça c'est moins connu, d'une impératrice. Saviez-vous qu'on avait eu aussi pendant plusieurs années, non seulement au Québec, mais à Québec, l'impératrice Zita, qu'on voit ici dans toute sa splendeur, alors qu'elle vient d'être couronnée impératrice d'Autriche. C'était la femme de Charles, le dernier empereur d'Autriche. Mais ils n'ont pas régné pendant longtemps, parce que c'était pendant la Première Guerre mondiale, et à la fin de la guerre, ils ont été déchus, remplacés par une démocratie. Donc après ça, c'était devenu la reine. Elle est devenue veuve. Elle avait 6 enfants. Son mari meurt. Elle devient donc une reine de la nuit, dans un sens. Elle s'en va dans la nuit de l'exil. Et là, pendant... Quel poète tu es, quand même. Pendant plusieurs années, elle a vécu donc à la Villa Saint-Joseph à Québec. Donc, on avait l'impératrice Zita à Québec. Et elle est allée
Je vous amène maintenant. Elle est allée à l'extérieur de Québec. Elle ramassait de l'argent pour l'Autriche. Elle est allée à l'Apocatière. Et mon oncle, qui était élève à l'Apocatière à ce moment-là, il me dit qu'il était là le jour où l'impératrice Zita est venue au collège de Sainte-Anne de l'Apocatière. C'était une dame qui n'avait plus rien à voir avec ça. Elle était âgée, était toujours habillée en noir. Elle a porté le deuil le restant de ses jours. Et c'était une reine musicienne aussi, puisqu'elle a légué au collège un piano, parce que c'est un facteur de piano viennois. Et ce serait le seul exemplaire de ce facteur de piano, Friedrich Herbart. On peut voir ce piano-là dans les murs du collège. C'est possible qu'il y en ait un seul au Québec. Ce serait donc un don de la reine, de l'impératrice Zita, qui était aussi en passant reine de Bohême et de Hongrie. Donc, triplement, une triple reine. Il y a quelques-unes des grandes de reines de la nuit québécoises, là. Oui, mais en passant, on fait un petit détour par des reines du chant. Je trouvais ça intéressant parce qu'à Montréal venaient les reines du chant, parce que toutes ces grandes chanteuses, ces sopranos qui excellaient dans la colorature, qu'on surnommait aussi des rossignols, hein, parce que le rossignol, il chante fort. C'est un chant très puissant et très orné. Alors, on a ici Mme Patti, qui est une grande chanteuse du 19e siècle, Adelina Patti, une Italienne qui était la star. Et ça me permet de parler de Mme Albani, qui était notre grande chanteuse. Et on voit ici, c'est une très belle image, c'est la page couverture du programme de quand on a fait pour elle, à Montréal, une soirée en hommage. Donc, il était peut-être une levée de fonds, parce qu'elle était un peu plus pauvre à la fin de sa vie. Donc, 1925, des artistes se réunissent pour lui rendre hommage. Et ça, c'est la page couverture du programme que je trouvais très belle et que je voulais vous montrer. Et pour conclure d'une manière un peu amusante, il y a cette autre chanteuse, Mme Nordica, qui vient chanter dans les années 30. Et on annonce ça au Théâtre Princesse. Et tout autour de l'affiche, ce qu'on voit, c'est des serpents. Vous voyez ce symbole, le serpent qui se mord la queue, c'est un symbole de prospérité, de longévité, de quelque chose qui se renouvelle constamment. Et il me semble que j'ai encore une image. Oui, mais je veux finir avec des pochettes de disques. Parce que quand on aime les chanteuses, on aime les divas, on aime les rossignols et les reines du chant, on achète des disques. Et je voulais vous parler de Louise Le Cavelier, et non pas Louise Le Cavalier. Quand on cherche sur Internet Louise Le Cavalier, on tombe toujours sur la danseuse, l'excellente danseuse de La 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 Human Step, Louise Le Cavalier. Là, c'est Louise Le Cavelier, qui était une grande colorature. À ma connaissance, elle n'a pas chanté La Reine de la Nuit, mais elle aurait pu. Elle a une voix vraiment superbe et elle a fait ce disque-là. Moi, je trouve la pochette extraordinaire. C'est ça qu'elle veut se cacher un peu, mais en même temps, le regard très, très mystérieux. Et voici une autre qui a été Reine de la Nuit, Louise Lebrun, qui opte pour une petite robe toute simple à manches courtes. Elle a chanté, elle, à Glyndebourne et à Salzbourg. Et c'est une vraie reine de la nuit qui avait les super aigus. Et celle qui a chanté au Metropolitan, la plus célèbre de toutes, et la plus belle pochette, je trouve, c'est Colette Bocky, qui a enseigné longtemps à l'UQAM, à 2 pas d'ici, et qui ici fait dos au miroir, mais on la voit dans le miroir quand même, c'est très mystérieux, bien digne d'une reine de la nuit. Merci, Pascal. Alors, comme quoi, on avait vraiment tout ce qu'il fallait pour faire la flûte enchantée. Merci. Ça fait plaisir. On va justement terminer l'émission avec, on a parlé de la Reine de la Nuit, de nos chanteuses québécoises. Eh bien, on va réentendre Vanessa Kroom, qui va chanter l'air du premier acte, en fait, au départ. Vanessa Kroom et Christopher Gaudreau. Mein Liebessohn,
zwei